Cher Jacqueline Maquet, Monsieur le maire d'Arras et conseiller régional représentant Monsieur Xavier Bertrand, président de la région, Madame la conseillère régionale, Mesdames les conseillères, Mesdames et Messieurs, parce qu'il y en a dans la salle aussi, les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de la communauté urbaine, dont M. Alain, ici derrière, maire de Sainte-Catherine, qui représente Pascal Lachambre, qui malheureusement ne peut pas être ici aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord excuser Monsieur le préfet, Fabien Subry, et les services de l'État, qui ne pouvaient pas être parmi nous aujourd'hui pour différentes raisons. Excusez M. Xavier Bertrand, donc, président de la région, M. Jean-Claude Deroy, président du département, et M. le sénateur Jean-Marie Van Lorenberg. Et vous comprendrez pourquoi je lui fais un petit clin d'œil tout à l'heure. Nous aurions pu inaugurer cette salle courant septembre dernier. Mais les aléas de la construction nous ont fait reculer d'abord au mois de janvier, et finalement aujourd'hui. Je tenais à faire cette inauguration avant de tirer ma référence, non pas par vanité personnelle, mais plutôt par respect aux deux conseils municipaux successifs que j'ai eu l'honneur de présider et dont les membres se sont réellement impliqués durant ces 12 dernières années. La peinture est à peine sèche et il reste encore quelques finitions à faire. De même, certaines réserves devront être levées dans les semaines à venir, notamment pour les extérieurs, puisque les conditions météorologiques ne permettent pas la finalisation des aménagements. Alors pourquoi a-t-on fait cette salle? Initialement, Marolles souffrait d'un manque conséquent de salles pour les associations et la jeunesse. Notre salle des fêtes est vieillissante, elle a rendu de très nombreux services, elle continuera certainement à en rendre pendant de nombreuses années. La réflexion a ensuite évolué sur les besoins qui ne sont pas uniquement communaux, et la nécessité de faire des investissements mutualisés, notamment lorsque l'argent public se fait rare. C'est qui est le cas malheureusement depuis quelques années. Par ailleurs, aucune infrastructure de ce style n'existe dans cette partie nord-ouest du territoire communautaire. Ce complexe permettra l'ouverture vers les autres intercommunalités voisines, avec lesquelles nous avons toujours entretenu de bonnes relations et avec lesquelles, je pense, nous serons de plus en plus amenés à travailler. Ainsi, il contribuera aussi à l'ambition touristique et l'attractivité de l'Office de tourisme du Grand Arras. Quelques caractéristiques du complexe. Vous êtes dans une salle qui peut accueillir 400 places assises, 300 places en configuration repas. Aujourd'hui, vous êtes certainement plus de 400 à l'intérieur. Une salle qui fait donc 384 mètres carrés, capable d'accueillir des activités sportives légères, et qui peut être divisée pour accueillir plusieurs activités en même temps. De même, la salle et les terrains de sport avec vestiaires et commodités peuvent être utilisés indépendamment et en même temps par des utilisateurs différents qui ne se croiseront jamais. Ceci a d'ailleurs déjà suscité l'envie à des concitoyens qui m'ont contacté et qui pratiquent des activités sportives à Arras. Ils m'ont contacté, ils veulent créer leur propre club sportif à Marais, parce qu'avant il n'y avait pas de salle de disponible, donc il y a l'intérêt qui est suscité maintenant. Les baies vitrées peuvent être intégralement occultées, si bien que la salle peut être utilisée pour la projection de films. Et pourquoi pas dans le cadre de l'Arras Film Festival. Je fais un petit clin d'œil à M. Jean-Marie Presto. Comme vous l'avez vu, le complexe est équipé d'un terrain multisport, d'un terrain de tennis. Il y a une capacité de parking de 108 places, dont 6 PMR. Ce qui permettra donc de désengorger le centre-ville lorsque nous avons des manifestations actuellement au niveau de la salle des fêtes. C'est très difficile de circuler, j'en conviens. Alors, je vais vous expliquer le parcours du combattant maintenant, la genèse et le déroulement du projet. Conscient des besoins dès 2008, la réflexion a été menée. En 2009, je rencontre le directeur régional de RFF, Réseau Ferré de France, qui démonte l'ancienne halle d'entreposage qui avait brûlé. Et il m'indique le souhait de Réseau Ferré de France, RFF, de céder le terrain. Dès lors, la réflexion sur l'emplacement s'est élargie
et le site a été retenu. RFF nous fait alors une offre par l'intermédiaire d'une structure commerciale immobilière à 50 € du mètre carré, alors que l'estimation des domaines indiquait 3 € du mètre carré. Même si nous étions riches comme Crésus, la loi nous interdisait de faire l'acquisition. J'ai donc interpellé M. le préfet et lui demandé de voir s'il n'y avait pas une possibilité de faire une déclaration d'utilité publique. Nous avons donc monté un dossier dans ce sens. S'en est suivi une réunion en préfecture avec toutes les instances supérieures et les chambres consulaires. Toutes ont donné un avis favorable sur la nécessité d'avoir ce genre d'espace sur la commune de Mareuil. Septembre 2011, un arrêté préfectoral prescrit l'enquête d'utilité publique. L'avis du commissaire enquêteur est publié en mars 2012 et s'avère positif. La déclaration d'utilité publique est finalement émise en juillet 2012. 4 ans déjà. Nous sommes donc remis en relation avec RFF pour finaliser l'achat du terrain qui fut enfin effectif en tout début de l'année 2015 seulement. Entre-temps, nous avions visité de nombreuses salles pour voir ce qu'il était possible de faire et avec quel budget, de retenir les aménagements judicieux et de bannir ceux qui auraient pu être différents. J'en profite pour remercier les maires de l'époque, à Barlin, Vimy, Tigol-les-Maufen, Ruisse, Haute-Avennes, Atty, Liège-Savoie, entre autres, et Étreint, je dois le signaler aussi. Parce que la salle d'Étreint, on a l'occasion de la voir très souvent. D'ailleurs, il va nous rejoindre parce que je vais lui monter, il n'est pas monté. Fort de tout cela, et après avoir recueilli les avis des associations locales, nous avons établi un cahier des charges. S'en est suivi une ébauche de projet par le responsable des services techniques qui a servi de base pour l'AMO. L'AMO, c'est l'aide à la maîtrise d'ouvrage que nous avions mandaté pour la faire. Il s'agit du cabinet Amexia. Une fois le cahier des charges ficelé, un concours d'architectes a été lancé et une dizaine de dossiers ont été réceptionnés. 3 ont été retenus et le jury de sélection a finalement retenu le cabinet Inc Architecte et Sonographe de Wascal en 2016. J'en profite pour remercier M. Pascal Vier, directeur à la CUA, qui nous a accompagnés tout au long de cette sélection et dont l'expertise nous a largement aidés. La construction a démarré en octobre 2018 et aura duré 18 mois, donc pas 12 mois comme le disait M. Langard tout à l'heure. La construction s'est donc terminée hier. La peinture est vraiment très fraîche. Ne vous collez pas sur les murs, s'il vous plaît. Ne restait plus qu'à trouver un nom de cet espace culturel et sportif. Et le conseil municipal a opté pour Espace Les Trois Rivières, qui a ensuite été mis en image par M. Didier Soyer, un créateur professionnel dans le domaine de la communication et qui est à la retraite, qui nous a gracieusement fait diverses propositions avant que nous ne choisissions le logo qui nous accueille désormais sur la barrière de l'entrée principale du bâtiment. Il est, vous en conviendrez, totalement superbe et l'artiste a su tirer parti du blason de la commune et de la symbolique associée à la réalisation de cet espace. Ainsi, les Trois Rivières, la SCAP, le J et le RU, qui se réunissent à Mareuil dans le Marais, sont représentés et symbolisent la convergence des intérêts de tout un territoire. De plus, pour beaucoup d'entre nous, je pense que les Trois Rivières ne sont pas sans rappeler un certain breuvage antillais, élaboré à base de jus de canne. Pas su. De là, entamer un jumelage. Alors maintenant, on va parler gros sous, parce que vous savez que c'est le nerf de la guerre quand même. En parallèle avec ces configurations techniques, la quête de financement avait commencé dès 2010. La commune ayant plus de 2000 habitants ne pouvait prétendre au FARDA, ce sont des fonds destinés aux communes rurales du département. Elle n'était pas non plus bourg-centre. Dominique Dupilet, président du département à l'époque, a bien essayé d'attribuer à la commune cette qualification, mais les textes ne l'ont pas permis. Par la suite, Mareuil a été reconnu pôle relais par le SCOT. Le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. C'est qui nous a aidé à percevoir des dotations de diverses instances. Mais le facteur déclenchant qui a rendu possible l'opération est la participation conséquente de l'État. Et je ne remercierai jamais assez M. Marc Delgrande, actuellement préfet de Guyane, qui m'a entendu et s'est largement investi dans le dossier à l'époque. Il était sous-préfet de la Rajoie et secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais.
Ainsi, une DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, de 500 000 € nous a été octroyée. S'en est suivi le schéma départemental de contractualisation dont nous avons pu bénéficier avec l'appui de Jean-Louis Clotigny, vice-président du département et président de la commission de l'Arageois. Alors, le financement, vous avez un tableau à l'entrée de la salle, que je vais reprendre succinctement. L'État nous a donc donné 500 000 € au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. L'État, toujours lui, nous accorde 20 000 € supplémentaires du Centre national de développement du sport. L'État, toujours lui, nous donne 10 000 € supplémentaires par l'intermédiaire de ce qui existait avant mais qui n'existe plus, la réserve parlementaire. Mais j'avais fait la demande avant que ce soit supprimé. Donc, j'y ai droit. La région, bien sûr, remercier Xavier Bertrand, remercier aussi le levier que nous avons eu, l'appui de la CUA, parce que pour déclencher la région, c'est quand même dur. J'ai embêté des gens qui sont dans cette salle. Je vais les citer parce que vraiment, j'ai été très mauvais avec eux. Cédric Lasson et Stéphane Delabre. Et tous les jours, je leur demandais, t'as pas un peu de sous? Et ceux qui ont agi, et puis on avait un autre levier, qui est un local de l'étape aussi, qui s'appelle Lionel Frutel, et qui habitait les trains avant, ceci explique cela, et tous ensemble, on avait réussi à décrocher les 150 000 € de la région. Le département, donc, qui nous a octroyé 200 000 €, qui s'est aligné, donc, sur la communauté urbaine d'Arras, qui nous a fait exactement le même, qui a apporté la même contribution. La caisse d'allocation familiale, depuis le début, s'est engagée, 150 000 €. La FDE, Fédération départementale de l'énergie, nous octroie 5 127 €. Nous avons contracté un emprunt d'1 million d'euros. Au départ, nous pensions réaliser un emprunt de 1,3 million d'euros. Mais du fait qu'il n'y a plus beaucoup de subventions et tout, donc ça nous a permis de réduire un petit peu et de n'emprunter qu'un million. Et un autofinancement quand même assez conséquent, parce que nous avons épuré de vieilles dettes. Et nous avons fait ce qu'on appelle un petit bas-de-laine. On a provisionné l'opération à hauteur de 450 142 €. Voilà un petit peu pour ce qu'il en est du financement. Je vais vous parler rapidement des intervenants. On se doit de les citer, parce que c'est eux qui ont fait le travail ici. L'AMO, donc, pour la maîtrise d'ouvrage, l'aide à la maîtrise d'ouvrage. Amexia, que j'ai cité tout à l'heure, et un autre cabinet qui s'appelle Diagobat. Les architectes, bien sûr, le groupement Inc, Ingénierie, Engerop, Acoustique et Canopée. Le bureau de contrôle, c'était BTP Consultant. Le contrôle SPS, c'était l'APAV, tout ce qui est sécurité, etc. Études géotechniques, parce que nous avons dû mener une géotechnique, c'était Géoméca qui l'a fait. Une étude hydrogéologique par Apogéo. Les VRD, c'est-à-dire tout ce qui est parking, enrobé, etc., c'était l'établissement Gilles de Lambre. Les espaces verts, les terrains multisports et les cours de tennis, le cours de tennis ont été réalisés par l'entreprise Lemoine Espace Vert. Le gros œuvre, Monsieur Jules Anquet, s'il est dans cette salle, je le félicite, puisque c'est lui qui a remporté la médaille d'honneur des gens qui ont assisté systématiquement à toutes les réunions de travail. C'est le seul. Charpente, FCB Charpente. Couverture, bardage, isolation, étanchéité, l'entreprise Gentil. Menuiserie extérieure et serrurerie, l'entreprise EPM. Les prateries, les faux plafonds, l'entreprise Sapisso. Menuiserie intérieure, mobilier, un local de l'étape aussi, l'entreprise Sueur, qui a la médaille d'argent, parce qu'il était là très souvent aussi. Pour le sol sportif, c'est une société qui s'appelle Arcdan. Carrelage, faïence, l'entreprise Guerra. Peinture et sol souple, l'entreprise Cabre. Le mur mobile, et vous verrez lorsqu'ils seront en œuvre, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, l'entreprise Multiwall. Les réseaux audiovisuels, équipements scéniques, l'entreprise La Passion de la Seine. L'électricité a été réalisée par l'entreprise EGI Gressier. La cuisine, établissement Cofrino. La plomberie et le chauffage, l'entreprise Maille. Et l'élévateur PMR, puisque nous avons été l'élévateur PMR qui se situe derrière ce mur, l'entreprise ThyssenKrupp Ascenseur. Voilà. Je terminerai maintenant donc par quelques remerciements, puisque un projet comme celui-ci, vous pensez bien que ça implique énormément de personnes. Un tel projet pour une commune de taille, pour la taille relativement modeste d'une commune comme Mareuil, nécessite un gros investissement des élus et des personnels communaux. Presque tous les conseils municipaux se sont impliqués dans cette aventure, depuis le concept
jusqu'à l'inauguration, en passant par les choix stratégiques, le choix des peintures ou encore la dénomination. Que d'heures passées ensemble, que de discussions, parfois animées, que de passion, que de coups de téléphone, que d'améliorations proposées, que de croquis ou de plans, mais que de plaisir aussi à voir le projet évoluer pour finalement aboutir. Chaque conseiller municipal pouvait venir à sa guise le mercredi pour assister à la réunion hebdomadaire de chantier ou à la réunion mensuelle du comité de pilotage, avec à sa tête Marcel Deboeuf, conseiller délégué et rapporteur du projet. Les compétences de chacun ont été mises à contribution, avoir dans l'équipe un professionnel du BTP comme Thomas Carbonnet ou encore un couvreur chef d'équipe comme Frédéric de Sailly est un atout des plus sérieux pour suivre ce genre de travaux. Bénéficier de l'expertise comptable et financière de Marie-André Dupont, adjointe aux finances et également présidente de la commission d'appel d'offres, n'a pas de prix. Avec les conseils de M. Vimet, comptable du Trésor en charge de la commune, nous sommes parvenus à établir un plan de financement judicieux sans jamais avoir augmenté la part communale des impôts locaux et qui permettra aux futures municipalités de continuer à investir. Pratiquement tous les conseillers municipaux impliqués dans le projet n'hésitaient pas à m'appeler pour proposer des améliorations, si petites soient-elles, pour ce projet. La présence de la municipalité sur le chantier était quotidienne et c'est principalement Serge François, le premier adjoint, qui scrutait ce qui se passait. Ces remarques étaient transmises immédiatement aux architectes en charge de la maîtrise d'œuvre. Par le temps qui court, il est important pour tout investisseur de veiller à ce que les travaux soient réalisés dans les règles de l'art. 2 DGS, directeurs généraux des services, se sont aussi largement impliqués. Vincent Zimploc, qui a débroussaillé la partie administrative et financière en amont avec Frédéric Asté, l'actuel DGS, qui l'amène à sa fin. Quand on connaît la complexité des règles des marchés publics et des normes en vigueur, on ne peut que saluer le travail accompli. Le personnel communal a bien entendu été mis à contribution depuis la réalisation des plans concept par l'ancien chef de service Jean-Michel Finet, jusqu'à la dernière main pour préparer l'inauguration de ce jour par l'équipe du nouveau Nicolas Lagache. Les administratifs et les personnels animateurs de la commune, en soulevant les problèmes, les critiques entendues, les améliorations possibles, bien que n'étant pas impliqués directement dans la plupart des cas, ont aussi contribué à ce projet. Quant au service cantine et entretien, j'aurai l'occasion de les mettre à l'honneur après les discours. À toutes et tous, un énorme merci. Beaucoup me demandent qu'en est-il de l'attribution des créneaux horaires pour l'utilisation de la salle et des terrains de sport. Comme vous le savez, mes jours sont comptés. Je veux dire à la tête de la commune, bien sûr. Et il me paraissait difficile de mettre en place un calendrier d'utilisation alors qu'une nouvelle municipalité va bientôt gérer le village. Malgré les pressions, j'ai préféré laisser les mains libres aux successeurs. J'ai seulement pris la liberté d'attribuer l'utilisation de la salle pour une première, le vendredi 27 mars prochain, à une association caritative, l'association Projet Phoenix, dont la présidente est dans la salle d'ailleurs, qui cherchait désespérément une grande salle pour organiser un concert solidaire permettant de récupérer des fonds. L'association Phoenix mène des actions envers les jeunes en difficulté. Elle le fait en lien avec l'art et la culture. Concept très original. L'infrastructure inaugurée ce jour bénéficiera principalement à la jeunesse et il est donc logique qu'elle soit utilisée pour la première fois pour une action destinée à aider les jeunes. Hormis la symbolique pour cette première utilisation publique, j'évite ainsi et aussi, en cette période de sourire, les jalousies déplacées. Mesdames, Messieurs, profitez pleinement de cette salle. Je souhaite qu'elle soit occupée au maximum et je vous souhaite une excellente journée.